Alors, troisième partie, donc j'en viens à parler de notre cher Alan Moore et du pourquoi cet Alan Moore peut nous dire ce qu'il nous dit. Donc déjà, première chose, là j'ai lu des choses genre, un petit peu le passé d'Alan Moore, puisque certains lui reprochent de cracher sur la soupe. J'essaie de traduire vos pensées, messieurs. C'est-à-dire d'avoir travaillé dans le milieu du comics américain, du super-héros américain pour être plus précis, d'en avoir gagné des sous, pour des décennies plus tard cracher dessus. Bon alors déjà, moi c'est pas ce que j'entends dans son discours. Voilà, je n'entends pas cracher dessus, je l'entends dire. Ce sont des œuvres qui au départ, enfin même pas au départ, mais en tout cas ont une grande part de leur temps, et surtout à l'époque où lui les a connus en tout cas, n'étaient plus adaptés aux enfants, proposés aux enfants, notamment le super-héros. D'accord. Euh, Encore une fois, le super-héros de masse, on va dire ça comme ça. D'accord? Avec une logique symbolique, une logique du bien, du mal, de la pensée un peu binaire. D'accord? Euh, voilà, donc le gars, aujourd'hui, enfin en 2017, peut dire ça. Déjà, il y a un truc qui m'étonne toujours. Ça montre, pour moi, ça démontre justement que pour certains, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, ils seront les mêmes. Donc, pourquoi pas, c'est possible. Chacun voit midi à sa porte. Mais tout le monde ne pense pas comme ça. Et a fortiori, un créatif. D'accord? Alors, vous me trouverez toujours des créatifs qui vont vous dire, ah bah si, bien sûr, hein, 30 ans plus tard, il pense exactement pareil, il est exactement pareil, il a exactement les mêmes buts. C'est possible. Je dis pas l'inverse, je parle toujours en termes de tendance. Donc en termes de tendance, non. Même hors créatif, vous prenez quelqu'un à 20 ans, vous le prenez à 50 ans, ce n'est pas exactement la même personne. Alors certes, on ne change pas. On est bien ce qu'on est, toujours, jusqu'à la fin de sa vie. Par contre, on évolue. On évolue dans un sens, dans un autre sens. Parfois, on involue même carrément. D'accord? Donc, ça dépend. Ça dépend des cas, ça dépend des gens. Mais une chose est sûre, en termes de maturation, l'être humain n'est pas fait, je suis pas croyant, encore une fois, je mets des guillemets, n'est pas juste fait pour vivre chaque jour les mêmes expériences. N'est pas fait pour chaque jour être stimulé par les mêmes choses. Il n'est pas fait pour ça. D'ailleurs, le capitalisme l'a très bien compris. D'accord? Enfin, le capitalisme et d'autres choses. Bon. Euh, donc évidemment, il est évident que normalement, on devrait se dire, bah, si je sais pas moi, si je me mets une tétine à la bouche, si je me mets une lampe de chevet euh, dans ma chambre, bah, pareil, il y a 40 ans, pourquoi pas? Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Mais maintenant, il y a peut-être un problème, il y a peut-être quelque chose à penser. Enfin, un problème, non. Mais en tout cas, savoir que, évidemment, pour soi, il n'y a pas de problème, tant qu'on fait de mal à personne, c'est pas grave, quoi. Mais il faut bien penser qu'on est dans une tendance qui n'est pas forcément celle de tout le monde. Et qui n'est pas forcément une tendance générale. euh, et qu'il y a peut-être quelque chose que vous manquez surtout. Que vous manquez. Le fait de prendre de l'âge, le fait d'avancer, le fait de plus du tout être intéressé par les mêmes choses, parce que justement, la vie c'est long, c'est large, il y a énormément de choses auxquelles s'intéresser. Et d'ailleurs, à mon avis, on meurt avant de toutes les connaître. D'accord? Donc, voilà. Donc, pour moi, son propos est là-dessus. Il est de ce point de vue-là. Du point de vue d'un créatif, Alan Moore. Donc, même chose, dans ce que j'ai lu en négatif sur lui, c'est sur le fait de cracher dans la soupe. Mais regardez son histoire dans les comics. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vraiment vous voyez la différence entre l'arrivée d'Alan Moore et ce qu'il a proposé dans les comics de super-héros, d'accord?
Et avant lui, alors bien sûr, avant lui, il y avait déjà plein d'auteurs intéressants et plein d'auteurs adultes. Jim Starlin, déjà dans les années 70, avec Captain Marvel, et Thanos, et Adam Warlock, enfin des personnages super intéressants. On a même Rick Buckler avec, comment il s'appelle, D-Flock. Voilà, on a plein de comics de bien avant Alan Moore euh, qu'on peut qualifier de plus adultes, sans aucun problème, quoi, évidemment. Sauf que aujourd'hui, et même d'ailleurs à l'époque, on avait combien de t-shirts D-Flock? Combien de t-shirts Adam Warlock? Très peu, très peu. Moi, c'est ce que j'appelle justement les, comment dire, les personnages de troisième zone les plus intéressants. Pourquoi? Parce que justement, personne vraiment, au départ, en tout cas l'acheteur de départ, c'est pas les personnages, ces personnages-là pour lesquels il achète des comics en général. D'accord? Donc il achète pour Spidey, pour Superman, des choses comme ça. Donc finalement, il ne lit pas forcément ces histoires. Ok? Donc il n'est pas forcément impacté par eux. Donc bien sûr, il y en avait avant Alan Moore, hein, des auteurs qui ont amené un peu plus de gris, de pensée, de souffle politique dans le comics, évidemment. Mais pour moi, ça reste à la marge. Alan Moore, lui, quand il est arrivé, il a tout de suite, enfin, tout de suite décidé de reprendre les codes comics en intégrant d'autres éléments qui n'ont rien à voir avec le comics au départ. Évidemment, aujourd'hui, on est dans une époque post-moderne, donc bon, on mélange tout, dans le ceci, dans cela, donc bon, c'est habituel. Mais à l'époque, c'était pas si habituel que ça. C'était pas si habituel de prendre un personnage comme Swamp Thing, je peux pas trop en dire, mais et réinventer complètement. Là, moi, ceux qui le critiquent de cracher dans la soupe, quitte à le critiquer, critiquez-le un petit peu comme pour John Byrne, c'est-à-dire ne pas être un grand créateur de personnages, mais plutôt un bon repreneur de concepts. Donc voilà. Là, il n'y a pas de problème, hein. Jack Kirby, il explose, hein, de ce point de vue-là. Donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Juste, si on reste sur ce qu'il a amené aux comics, non, il n'a pas créé grand nombre de super-héros intéressants. Même ces Watchmen, à la base, ils se sont inspirés de personnages qui existaient avant. Quand il a fait ses Tomorrow Stories, ou je sais plus quoi, là, chez Image, c'est le même délire. Donc non, c'est pas, voilà, c'est quelqu'un qui intègre des systèmes qui sont autres que ceux qu'on voyait dans le comics habituellement. Même si certains de ces systèmes étaient déjà présents dans le comics, sans qu'ils soient vraiment verbalisés ou sans qu'ils ne soient vraiment, comment dire, méthodologisés. Voilà, d'accord? Donc lui, ou formalisés. Donc lui, il les a formalisés d'une totale autre manière, notamment tout ce qui est le champ de tout ce qui est le surréalisme, tout ce qui est le mélange d'idées, le collage d'idées, tout ce qui est de la politique autour de ça, tout ce qui est de, comment il s'appelle, Burroughs, William Burroughs, de scratcher un petit peu ces personnages, ces histoires, ces trames, pour en faire autre chose. Voilà, c'est la base du travail d'Alan Moore. C'est en gros quelqu'un qui vient avec un concept fort, ok? En fait, qui pourra appliquer à n'importe quel super-héros, c'est ça le truc. C'est pour ça. Pour moi, en fait, l'aveu, il est juste là. C'est que on lui a proposé de venir bosser sur Swamp Thing. C'est pas lui qui est venu au départ. C'est Len Wein, désolé pour mon accent, qui finalement l'a fait venir. Donc, de fait, euh, ce gars-là aurait très bien pu faire la même chose. Il l'a fait pour Captain Britain, il l'a fait pour plein de personnages. Il a même fait la dernière histoire de Superman avant Crisis. Donc lui, il vient pas, enfin, il est pas là pour venir créer des persos. Voilà, lui, il est dans une logique conceptuelle. J'ai un concept, ça m'intéresse, mes personnages. Quel personnage pourrait vendre ce concept? Bah, je m'en fous. Quel est votre personnage là maintenant qui vous intéresse pas? Vas-y, je vais bosser sur lui. Donc ce gars-là n'a jamais fait de carrière d'auteur de super-héros pour le super-héros. Enfin, du moins,
pour le caractère enfantin même du super-héros. Même au contraire, Watchmen, c'est un petit peu l'inverse. C'est peut-être même justement énormément poseur. C'est aussi pour ça que Watchmen déplaît beaucoup de gens, et notamment beaucoup de gens qui aiment beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, le comics plus enfantin. Et ils ont le droit, il y a des bonnes raisons, hein. Souvent, ce que j'entends, c'est que c'est pas normal que les comics soient lus d'abord par des gens de plus de 40 ans. Je peux l'entendre. Moi, je peux l'entendre, je comprends tout à fait. Après, je dirais que bah, s'il y a des gens de plus de 40 ans qui lisent des comics, c'est bon, c'est peut-être aussi grâce à Alan Moore. Enfin bon, bon, je sais pas. Donc voilà. Donc Alan Moore, c'est un auteur qui amène tout un univers personnel, un point de vue. C'est un outcast, c'est un anarchiste. Il n'aime pas les structures, c'est pas son but, et de toute façon, les trois quarts de ses œuvres ne font que le montrer, ne font que le démontrer, et ne font que parler du fait que les, les, les symboles ne sont que des formes qui dénotent d'une réalité derrière, et que, évidemment, les super-héros sont une de ces formes. Il a fait la même chose avec Fromel, puisque Fromel, si je me rappelle bien, donc Fromel, hein, c'est l'histoire de qui est derrière Jack l'Éventreur. Donc un bouquin énorme, voilà, avec le dessinateur qui s'appelle Campbell, là, je ne me rappelle plus de son prénom. Énorme, hein, une somme à lire en noir et blanc, où après des années, des années, des années de recherche pour essayer justement de faire le bouquin ultime sur Jack l'Éventreur, c'est-à-dire qui était Jack l'Éventreur, bah, il se rend compte qu'en fait, il peut pas le savoir. C'est impossible de le savoir. Malgré toutes ses recherches, c'est pas possible. En plus, il commençait à être malade à force de voir, de lire des livres sur des tueurs en série. Donc ça commençait à le rendre malade. Par contre, ça lui a amené d'autres pensées qui sont, tiens, c'est bizarre, il y a des cohérences, il y a des concordances, voilà. Donc là, on est plus dans une logique ésotérique, une logique qui est complètement cohérente avec lui, une logique qui est aussi jungienne, l'inconscient collectif, tout le travail d'Alan Moore. Ok, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'année de naissance d'Hitler est la même que l'année des meurtres à Whitechapel? Énormément d'éléments comme ça. En fait, c'est de ça dont il veut parler. Encore une fois, même alors qu'au départ, il était censé raconter l'histoire, enfin pour lui-même, hein, de Jack l'Éventreur, et ben très vite, il s'est échappé de la forme en elle-même, enfin du personnage en lui-même, pour proposer plutôt une pensée sur ce qu'est le XXe siècle. D'accord? Voilà son univers, rien d'autre, rien d'autre. Et il est évident que voir que des masses énormes de gens euh, et là, donc on ne parle pas que d'enfants, dépensent du temps, de l'argent euh, dans des domaines qui, il y a encore peu, étaient surtout adressés aux enfants, donc des adultes se comportant comme ça, alors que lui s'est échiné pendant toute sa carrière à justement, au contraire, faire réfléchir les gens, faire penser les gens, leur donner des solutions pour faire autre chose. Le fait aussi de désosser justement les symboles. C'est aussi ça, c'est un anarchiste, quoi. De désosser tout ça. C'est son taf, c'est ce qu'il a fait tout le temps. Donc ceux qui n'aiment pas Alan Moore, enfin ceux qui n'aiment pas les bouquins d'Alan Moore, c'est pas étonnant que vous n'aimiez pas sa réflexion. Par contre, si vous aimez les bouquins d'Alan Moore, à un moment, soyez cohérent avec vous, quoi, parce que je veux dire, c'est dedans. V pour Vendetta, et ainsi de suite. Et le gars a changé, il a vieilli. Moi, je suis certain que V pour Vendetta aujourd'hui, il dirait plus exactement la même chose, quoi, parce que c'était vraiment une logique qui était correspondante à l'Angleterre du début des années 80, et carrément dans un autre monde, là. C'est, enfin, rien à voir, quoi. Donc, ouais, moi, j'ai pas lu ses dernières œuvres, donc peut-être que depuis, je sais pas, peut-être que c'est nul, ou peut-être que il parle exactement de la même voix. Mais moi, ce que j'ai lu dans Fromel, bon, ça date maintenant, Fromel, hein. Moi, je pense que ça fait 15 ans, hein, un truc comme ça. Peut-être même plus. Bah déjà, Fromel, on voit que c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus, bah, c'est sur plusieurs siècles, quoi. C'est vraiment, euh, comment ça s'appelle ce concept? Oui, c'est de la résilience historique, quoi. Enfin, c'est énorme, quoi. Voilà. Donc, il est là-dedans. Ça fait des décennies qu'il est là-dedans. Et donc, sa logique de travail, c'est celle-là. Elle est d'accrocher plein de vérités à un moment, de choses d'un moment, et les connecter.
Alors comme ça, vu de l'extérieur, ça peut paraître complètement fou. Ça peut paraître complètement fou. Bah, je vous reprends un tas d'exemples de son travail. Connecter l'horloge, le temps, la logique pure avec Docteur Manhattan, l'amour et la naissance de l'humanité et quel hasard il faut pour que l'amour arrive, enfin, sur le papier, c'est quand même assez compliqué à amener aussi simplement que lui l'amène. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il travaille. C'est en disposant des éléments disparates, d'accord, qui ont une signification forte et en les associant, en donnant une toute nouvelle signification. C'est son travail, c'est la base de son travail, d'accord? Donc, il faut reprendre la trame en elle-même de son travail. Il est évident que pour lui, des comportements qui n'ont pas existé ou ça fait longtemps qu'ils n'ont pas existé et qui reviennent aujourd'hui, il y a forcément un lien dans sa lecture à lui, dans l'inconscient collectif, par rapport à ce à quoi passent leur temps les gens à se divertir. À un moment, on peut ne pas être d'accord avec ça, il n'y a aucun souci. Mais il ne prétend pas, à aucun moment, il ne prétend dire c'est comme ça, c'est la vérité, je suis historien, je suis sociologue. Non, rien de tout ça. C'est un artiste qui pioche des idées à droite et à gauche, il en crée des modèles, et ces modèles ont une signification. C'est une lecture de notre société. Et elle est cohérente, c'est ça surtout le truc. Elle est cohérente avec son travail depuis toujours. Donc, je sais bien que, et là, bah, là, on touche presque à ce dont il parle, quoi. Donc, je sais bien que si on aime le super-héros pour ce qu'il a de, je vais dire de basique, c'est pas ce que je veux dire, mais ce qu'il a d'univoque, c'est-à-dire, je sauve la veuve et l'orphelin, et il m'arrive des choses avec des gens que j'aime bien, ou des choses avec des gens que j'aime pas. Pourquoi pas? Mais bah, à un moment, c'est normal que vous n'aimiez pas ce qu'il dit, parce que quelque part, vous vous sentez coupable. Bah oui, vous vous sentez visé, quoi, en fait. Mais réfléchissez bien. Et je dis ça pour vous. Moi, pareil, vous voyez bien. Je, je, je dessine du Batman, enfin voilà, j'adore. Je suis un fan de films, enfin bon, tout ce qu'il faut. Mais moi, c'est un truc auquel je pense régulièrement. C'est aussi pour ça que je suis créatif. C'est à quoi ça sert en tant que créatif de faire perpétuellement le même rond, quoi. Qu'est-ce que ça amène quand on pense aux gens? Quelle est la capacité d'ouverture? Si toutes les choses ne sont que des produits, si toutes les choses ne doivent être que ce qu'elles étaient quand vous étiez enfant, quand on était enfant. Moi, quand j'étais gamin, j'avais hâte d'être adulte, quoi, pour être libre, pour faire ce que je veux. Ok? Enfin bon. Donc voilà. Donc c'est de ça dont il parle. Ah, je sais pas si vraiment vous avez fait attention à ce qu'il voulait dire, mais à un moment, regardez un petit peu le truc ou regardez son œuvre. Donc j'entends des c'est un con, il est con de dire ça. Les gars, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Mais vous avez fait quoi, vous? Moi, je veux bien. Mais moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Ok? Donc, prétendre aussi aisément que quelqu'un enfin, je veux dire, vous pouvez tous le faire, on peut tous le faire. Pendant un mois, on fait tous les jours une analyse sur son travail, quoi. Il y a assez de production. Faisons-le. Faisons-le pour notre vie à nous, pour moi, pour votre vie à vous. Voyons ce qu'est un con. Réfléchissons bien. Être consommateur, c'est un peu plus facile que être créateur quand même. Voilà. Donc voilà, c'est ce type d'auteur. C'est pas du tout un Kurt Busiek, c'est pas, je sais pas qui, c'est pas un Mark Waid. Voilà, rien à voir. Les Busiek, Mark Waid, ce sont des archivistes et ils ont beaucoup de talent, il n'y a aucun problème. Et ils font de bonnes histoires, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est du feuilleton, c'est du feuilleton de haute qualité, c'est du feuilleton, quoi. C'est voilà, d'accord. Donc, pensez bien à quelle personne vous adressez. Enfin, de qui vous parlez, quoi.
Vous avez bossé sur combien de choses par rapport à lui, sur les choses sur lesquelles il a bossé, quoi, à un moment, quoi. Je sais pas, quoi. Quand même. Et ça se respecte, un minimum. Ok? Donc voilà pour Alan Moore.